Alors, on va en finir avec le poste de Franck parce qu'il y a encore deux éléments qui sont intéressants et qui va un peu consolider tout ce que je vous ai dit depuis le départ. Dans un coup, donc, il y a un monsieur donc, qui vient juste d'arriver à table. C'est un papy qui a plus de 60 ans, 65 ans même, et qui est un joueur régulier de la room, puisque je l'ai vu vraiment souvent. Je n'ai pas joué avec lui, mais j'ai pris la peine régulièrement de me lever donc, à Sauce Point pour regarder parce que, les différents tapis qu'il y a et les différents joueurs réguliers que je vois souvent, pour me prendre un peu des informations sur le niveau de compétence à peu près qu'ils ont et voir s'ils sont vraiment gagnants ou pas. Lui, j'estime que c'est un joueur régulier qui va faire un complément de revenu tous les mois, donc un joueur qui est vraiment plutôt sérieux. Quand il est arrivé, donc, on n'a pas eu vraiment le temps de jouer en fait ensemble. Il y a eu un ou deux coups, mais il a foldé. Et bien ce coup, il relance à 15 après que tout le monde est foldé donc au cut-off. Et je suis au bouton et je décide de 3 bêtes à 45 ou 50, je ne me rappelle plus, avec les dames. Les blindes fold, ça revient à lui et à ce moment-là, il a une petite micro-réaction où je vois qu'il hésitait à relancer ou à just call. Il finit par le just call, donc je prends quand même cette information en compte. Et vient un flop valet 9-9 où il check et je sais bet à 50. Donc là, Franck nous dit effectivement que ici mon sizing est gros. Pour moi, il n'est pas gros, c'est 50% du pot à peu près. Et effectivement, j'aurais pu faire un tiers du pot, ce que je fais habituellement effectivement dans les pots 3 bêtes. Un tiers, pas tout le temps, mais voilà, plus près des 40% de manière générale, entre 35 et 40%. Et ici, c'est vrai que j'ai pris en fait le parti de mettre un peu plus gros parce que tout simplement que le flop est vraiment favorable pour moi, puis que j'en ai un peu marre de me faire coller par des as-rois et que le turn en fait soit toujours mauvais pour moi. Donc c'est un peu où j'ai envie de protéger un peu plus ma main quelque part. Et de toute façon, si jamais je suis call, je sais que je suis call par des mains souvent qui me battent vu ce profil, puisque quand il me paye un 3 bet, malheureusement il a quand même une main plutôt forte, parce que ce genre de profil va pas se prendre la tête et va souvent fold sur les 3 bets, pour être sincère avec vous. De temps en temps il peut me payer avec un as-roi, effectivement, parce que ces profils là aussi ont du mal souvent à folder as-roi directement, donc c'est aussi une particularité. Donc je bête un peu plus gros que d'habitude, mais c'est pas non plus très gros, quoi, 50%. Donc il colle. Un 2 sort à la turn et il check, et je décide de check derrière parce que, comme je vous le disais, il y a les valets qui me battent, il y a les rois, il y a les as. As-roi maintenant dans sa reine, quand je check, et effectivement je lui laisse que 12% d'équité sur la river. Donc 9 fois sur 10 quasiment, je vais toujours être devant sur cette river. Malheureusement c'est un roi qui sort et effectivement il va bet 100. Et donc là je vais avoir une décision. Là la lecture de Franck donc c'est que ce joueur est un joueur agressif. Alors Franck, je ne sais pas pourquoi tu t'es mis en tête absolument que ce joueur est agressif, parce que c'est pas du tout ma lecture du profil. La seule chose que je dis effectivement après, c'est qu'à un moment donné il a tenté en fait une fois ou deux à mettre des petits sizing sur des petits pots limpés, où il misait avec la deuxième paire par exemple, où il essayait de voler en fait à ce moment là. Sur des coups où il y a 2 joueurs, mais c'est pas pour autant qu'il est agressif, quoi. Surtout un élément important, c'est que il faut différencier les spots où les joueurs font des choses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va tenter une petite chose en fait à une mise de 6-7 $, où il va faire en fait une petite mise par-ci par-là pour essayer de voler un peu le coup, pour essayer de protéger sa main et miser avec une main pas très forte, qu'ils vont le faire sur des gros pots. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des joueurs, donc, comme je vous le disais, ils sont plutôt, ils sont là pour gratter en fait quelque part ce type de joueur. Donc quand ils commencent à mettre des grosses mises, croyez-moi que c'est à Las Vegas, sur des papis comme ça, c'est toujours solide ce qu'il y a en face. Vous n'êtes pas en fait dans des coups comme en France ou à La Réunion, où des fois ça mise un petit peu avec des jeux, ils bêtent, ils savent pas pourquoi ils bêtent. Là, ici, je suis persuadé de toute façon que je ne bats rien. Donc ici, c'est pas un call en fait, tant pis s'il a le 9 ou il a le roi, il n'a pas que ça, il a effectivement encore les valets, il a encore les as. Et qu'est-ce que je bats surtout sur ce spot là, quoi. C'est quelle est la main en fait en bluff qu'il peut avoir pour avoir payé un 3 bet ce type de profil et mettre 100 derrière. Honnêtement, autant il y a des coups où il y a des moments où j'ai des doutes, autant celui-ci, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que j'étais derrière tous les jours, quoi. Ça m'est arrivé tellement souvent de call muck sur ces limites-là, donc sur les rivers. Comme je vous le disais, sur la river, souvent les joueurs, quand ils misent, ils ont souvent du jeu. Ça m'est tellement arrivé souvent de call muck qu'à chaque fois je m'en voulais, parce que je connais un petit peu ces manières de miser, que ces sizing là c'est jamais en fait du bluff, ça bluffe pas beaucoup, ça bluffe tellement peu
que vous êtes toujours en value quasiment là-dessus en face. Donc là-dessus vraiment zéro. On va pas dire zéro, mais allez, je dirais franchement, si j'ai 10% de doute, je les ai même pas les 10% honnêtement, je dois avoir 5% de doute là-dessus quoi. Donc j'ai beau avoir montré de la faiblesse, le truc aussi c'est que quand je montre de la faiblesse et que j'ai 3 bêtes la main, surtout je représente As-Roi. Donc quand je représente As-Roi, pourquoi il bête 100 sur le roi quoi? C'est qu'il est fort. Honnêtement, je représente aussi As-Roi dans ma manière de jouer. Donc ici, voilà, c'est... Il n'y a pas trop de doute à ce sujet. Et effectivement, là, je prends en compte tous les paramètres dont je vous ai parlé depuis le départ pour faire ce fold. Alors, on va terminer par ce dernier point avec Valet 10, où effectivement, là, il y a des choses qui sont intéressantes à aller creuser. Donc, pour vous remettre un peu dans le coup, on en revient donc sur ce coup, j'ai Valet 10, je relance UTG, donc Valet 10 de cœur. Les deux joueurs en blinde donc vont coller, tous les autres vont fold. Et on va avoir un flop avec un tirage carreau, donc où je touche mon valet, et je décide de continuation bet à 25. La small blind fold et le joueur, donc le papy qui a joué le coup avec moi, donc avec la paire de dames et qui a misé 100 sur le roi, a décidé de coller. Le turn donc va faire rentrer deux quintes, le 6 et 8 et 8 et 10. Le papy va décider de miser, donc il va mettre 25. Donc là, sa mise de 25, c'est environ un quart du pot. Et j'ai déjà en fait relevé des sizing tails. Donc ça, c'est voilà l'autre élément que sur lequel je voulais venir, c'est qu'à Las Vegas également, vous avez beaucoup de joueurs qui ont des sizing tails. Donc ici, j'ai déjà vu que ce papy, en général, met plutôt petit quand il a des jeux moyens et il met plutôt des montants normaux ou gros quand il a du jeu plus lourd. Donc ici, on a deux cas de figure. C'est que moi, j'ai pris l'option ici de relancer, donc relancer à 160. Ici, Franck, lui, nous dit qu'il n'aime pas trop le sizing gros comme ça, etc. Sur ce point-là, il a raison. J'ai fait une erreur de sizing, d'ailleurs, je vais être sincère avec vous, quand j'ai fait le montage vidéo, que j'ai vu que j'avais mis 160, je me suis dit pourquoi j'ai mis si cher. J'ai pas compris mon sizing moi-même, pour être sincère avec vous, sur ce coup. Maintenant ça c'était après le coup, c'est quand j'étais en fait dans cette partie là, effectivement certainement vous voyez que sur ce coup là j'ai voulu mettre un peu plus fort pour mieux protéger ma main en étant quasiment sûr effectivement qu'il était à tirage et c'était un mauvais sizing. Le sizing ici pour moi de ma relance doit être aux environs de 110, ça serait déjà beaucoup plus intéressant. Parce qu'effectivement je pourrais me faire coller par des mains à tirage et des mains un peu plus moyennes. Et or ici, bah voilà, c'est comme le dit Franck, je vais me retrouver que contre des deux paires ou des mains qui me battent et je vais faire tout fold. Il a raison sur le principe, sauf que ici pour moi il a quasiment jamais un gros jeu. Puisque comme je vous l'ai dit, les sizing tails en général que je prends sont régulièrement fiable et donc je vais toujours jouer en fait avec ça. Maintenant l'idée effectivement donc de Franck c'est plutôt de just call pour ensuite le laisser bluffer et miser. Non, alors pourquoi non? Pour moi ici, c'est mon point de vue, c'est que tout simplement là Franck par exemple nous expliquait en début de post qu'il travaillait son jeu actuellement, etc. Maintenant, c'est savoir comment vous travaillez votre jeu. Travailler son jeu et regarder des plays qui se passent sur des limites assez élevées, parce que la plupart des joueurs qui vous donnent des conseils, ce sont des bons joueurs, des très bons joueurs de poker même pour certains, certainement meilleurs que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des plays qui sont destinés à leurs limites à eux. C'est-à-dire que voilà, ça va marcher effectivement sur des joueurs qui vont être capables de bluffer sur les rivers, etc., qui vont avoir des jeux équilibrés. Sur ces limites-là, 1-2, 1-3, je peux vous assurer d'une chose, c'est que river, les joueurs ne bluffent quasiment jamais. C'est très rare. C'est uniquement le cas dès lors que vous commencez à montrer de la faiblesse et effectivement qu'ils sont en position. Là, effectivement, vous pouvez faire des indus bluff. Mais hors position, alors que vous avez en fait vous montré de la force avant, etc., et qui vous bluff river, avant que ça arrive sur ces limites-là, je peux vous dire qu'il y aura pas mal de plays que vous aurez vu où le mec va vous présenter les papiers. Donc effectivement ça peut arriver donc à l'exception de temps en temps, mais non. Donc just call ici et attendre effectivement qu'il nous bluffe derrière, ça va arriver une fois sur combien? Donc est-ce que vraiment c'est le play qui est intéressant ici? Il y a certains profils tout de suite que vous voyez effectivement qui sont agressifs et qui sont capables de faire ce genre de play, dès lors qu'ils ont montré eux-mêmes de la force. Mais là dans ce cas de figure ici,
Il n'y a aucune construction de bluff de sa part. Quand il met 25, c'est un sizing tel pour moi ici. Et donc, je préfère relancer et lui faire payer le plus cher possible son tirage. Et c'est ici que je vais prendre de la value quand il aura en fait son tirage et non pas quand il l'aura raté et en attendant un supposé bluff qui n'arrivera pas suffisamment souvent pour lui laisser en fait l'opportunité de le faire. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi ici, vraiment sur ces genres de profils, c'est la pire erreur qu'on puisse faire puisqu'on lui laisse tirer son tirage et nous craquer au montant le plus faible possible, un quart de pot. On lui fait faire jamais d'erreur. Donc le problème, c'est que derrière, il ne fera pas l'erreur de bluffer parce qu'il n'a tout simplement pas le profil pour le faire. Et si vraiment vous doutez de ça, vous n'avez juste à regarder donc, dans cette vidéo, le moment où j'ai une paire de 7 et effectivement que je fais un floating sur lui sur une de ses mises en sachant qu'il met sur des petites mises, des fois sur des petits pots, il va faire des petites mises. Je le flotte, turn, il check, je bet et il fold. C'est le genre de profil qui n'insiste pas. Ils vont faire vraiment sur des petits coups, ils sont capables de faire des petits mini bluffs. Sur en fait des gros coups, ce genre de profil vraiment n'en sont pas capables. Et durant toute la session, donc après, je ne l'ai pas vu faire quelque chose du genre. Donc ça conforte un petit peu le profil qu'il est. C'est un joueur de profil qui gratte, donc qui est là pour faire un complément de revenu, encore une fois. Donc ce genre de profils sont là pour faire de l'argent. Dès lors que ça coûte trop cher pour lui de faire telle ou telle chose, il ne le fait pas. Et ça vraiment c'est un principe de base à Las Vegas, concrètement sur ces tables-là et ces profils-là. Alors, c'était intéressant de parler de ce coup-là justement sur les manières d'apprentissage parce que vous voyez, il y a un gros problème. En général, au jour d'aujourd'hui, dans tout ce qui est lié en fait à l'apprentissage du poker, à mon sens, la plupart des choses qu'on essaie de mettre en pratique, c'est des choses que l'on voit sur des hautes limites. Donc parce qu'effectivement, il y a beaucoup de coachs qui vont vous montrer les limites auxquelles ils jouent, donc ils jouent en 5-10, en 2-4 online, etc., où le niveau est effectivement très élevé. Le problème, c'est que tous les process sont bien différents. Tous ces process à lui, sur ces thinking process, ne sont pas forcément adaptés à vos parties. Ça, il faut vraiment essayer de le prendre en compte et essayer vraiment de le comprendre. Quand vous jouez en N25 ou en NL10 et que vous voulez mettre des choses en place que vous avez vu en NL400 ou en NL1000, il risque d'y avoir un sacré problème parce qu'effectivement, les process et les niveaux de réflexion en face sont bien différents. Pour être totalement sincère avec vous, il y a des moments, les moments où j'ai le plus travaillé mon jeu et que j'étais dans des process de réflexion plus ou moins avancés, plus je pensais en fait à la technique et plus je m'éloignais en fait du niveau des joueurs que j'avais en face de moi. Et vous savez quoi? C'était les pires résultats de ma carrière, en toute sincérité. Pourtant mon niveau de jeu a bien augmenté, mais il ne faut pas que votre niveau de jeu soit trop élevé par rapport au niveau de jeu que vous avez en face, puisque là vous allez commencer à rentrer dans des réflexions, dans des suppositions qui n'existent pas. Mon principal leak, en toute sincérité avec vous, quand je joue sur des tables, c'est penser à ce que moi je serais capable de faire, donc dans le spot là, surtout avec les règles. Les règles, je pense qu'il serait capable de faire telle chose ou telle chose, même en 2-5. Et il y a des moments, je me rends compte qu'au final, le mec il est plutôt abaissé. Je parle à Las Vegas, hein, bien évidemment. Il est plus abaissé que ce que je pensais et il est plutôt en fait, ils sont beaucoup plus en value qu'en bluff. Ils bluffent également très peu pour la plupart. Donc à partir de là, vous voyez, c'est des spots où moi je vois des ouvertures, où je vois des choses, etc. Parce que je commence en fait à compter tous les combos, les machins, etc. Donc il y a plus de bluff que de value, etc. Et ben des fois je me plante complètement parce que malheureusement il y a beau avoir plus de combos de bluff, mais ces mecs-là ne bluffent pas suffisamment pour qu'ils soient en bluff. Donc c'est là où justement il va vous falloir, où il faut être un petit peu en adéquation avec qui vous jouez, avec quelles limites vous jouez. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Et l'élément le plus dramatique au jour d'aujourd'hui au niveau du coaching poker, c'est qu'on nous fait croire effectivement que les plateformes de vidéos où on vous montre effectivement les mecs sont en train de jouer, puis ils vous expliquent un peu quelques explications sans aller trop en profondeur, etc. Et qu'il suffit de regarder déjà pour progresser donc par le biais du mimétisme, c'est de la grosse bullshit. Les personnes qui vous disent ça, peut-être que ce sont des bons joueurs. Mais en tout cas, ce sont avant tout pas des gens qui ont travaillé dans le domaine de l'apprentissage. Expliquer en fait que dans un domaine du poker, on peut faire du mimétisme, c'est juste en fait un non-sens. C'est-à-dire que le mimétisme, en fait, pour être simple, il est vraiment destiné justement dans les pratiques plutôt manuelles. Donc pour développer des compétences manuelles, le mimétisme, c'est très bien. Quand vous voulez en fait effectivement faire du développement de compétences en fait au niveau de la gestuelle dans des sports, etc. Effectivement, le mimétisme est encore très bien. Maintenant, nous faire croire que dans un domaine, dans un jeu donc qui est intellectuel, où il y a en fait des variables qui sont très
très très différentes, selon les limites, selon les profils que vous avez, selon les stacks, selon toute une multitude en fait d'informations que vous avez, donc qui sont prenables, les informations que vous avez en réel, vous faire croire que par le biais du mimétisme, vous allez vraiment progresser et que vous allez pouvoir mettre ça en pratique dans vos limites, alors que vous êtes toujours dans des configurations qui sont totalement différentes de ce que vous avez vu, juste parce que ce gars-là vous a donné quelques explications par-ci par-là, c'est en fait du foutage de gueule. Honnêtement, je n'ai même pas d'autres mots en fait par rapport à ça. Si ces gens avaient vraiment étudié un petit peu les techniques d'apprentissage ou qu'ils avaient une expérience réelle en fait dans le domaine de l'apprentissage, ils ne vous parleraient pas de mimétisme, parce que le mimétisme est certainement une des pires façons d'apprendre le poker. Alors, bien évidemment, c'est mieux que rien. Ça peut également avoir un effet contradictoire et vous mener à beaucoup d'erreurs. Voilà, donc si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est effectivement, peu importe la source dont vous utilisez pour travailler votre jeu, essayez surtout de réfléchir par vous-même à savoir ce que vous pouvez implémenter dans votre jeu et qui est vraiment adaptable à la limite et les profils auxquels vous êtes confrontés. Ça, c'est vraiment très important. J'espère que ça vous a apporté un peu plus de clarté sur les process que j'avais donc durant ces différents vlogs, et donc qui seront à peu près les mêmes dans les vlogs futurs. Il y a également trois autres questions auxquelles je voulais répondre. Donc, Jérémy me posait la question donc, de savoir pourquoi je joue au Source Point plutôt que dans les casinos sur le strip. Alors je vais être très sincère avec vous, le challenge était basé donc sur 400 heures de cash game. Donc pourquoi 400 heures? Tout simplement parce qu'il y avait une promotion à Source Point qui sur le papier donc donnait 8 $ de l'heure pour 400 heures. Donc un pote à moi, donc professionnel de poker, m'avait donné cette info. Donc, effectivement, il m'avait envoyé le document qui montrait donc pour 400 heures, on avait 8 $ de l'heure. Donc, lui avait fait le calcul, 400 heures multiplié par 8, ça fait 3200 $. Donc, en 2 mois, c'était nickel. Ça faisait déjà 1600 $ juste à s'asseoir à la table. Du coup, j'ai regardé ça également. Et c'est vrai que du coup, j'étais parti là-dessus. Je n'ai pas pris la peine comme un gros imbécile de lire la suite. Et effectivement, quand on lit la suite, il y avait des petites astérix que je n'avais pas vues. Et au final, sur 400 heures, c'est pas 3200, mais c'est 1000 $. Donc ça fait une sacrée différence. J'ai fait un peu l'imbécile sur ce coup-là. C'est-à-dire que j'ai pas tout vérifié, j'ai pas tout regardé. Donc je me suis orienté sur ce projet-là. Et j'ai fait le gogol. Donc 1000 $, du coup, je m'en fous un peu. Là, j'ai lâché un peu prise sur ces 400 heures, puisque faire des heures pour des heures, c'était bien pour mon volume de travail, non pour les mois à venir. Mais c'est un peu trop en fait, pour moi honnêtement, là, faire 400 heures en 2 mois, surtout que j'ai plus la petite carotte qui vient récompenser tout ça, donc ça me saoule honnêtement. J'ai eu un petit moment de démotivation quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai pris 2-3 jours, ça m'a énervé. Ça m'a énervé par rapport à moi-même, parce que j'ai pas pris les bonnes informations et j'ai pas vérifié les choses, je suis vraiment con. Et du coup, là, voilà, je joue en fait à Source Point parce que maintenant je suis juste à côté et que les parties sont correctes en fait. On est de la 2-3, on a de la profondeur, on joue deep, il y a quand même de l'argent à faire parce que cette 2-3 là, si vous voulez, c'est un peu entre la 1-3 et la 2-5, c'est quasiment une 2-5 honnêtement. Les raise pré-flop ils sont entre 15 et 20, il y a 600 $ max qu'on peut poser, donc c'est encore plus que par exemple au César Palace où on peut poser que 500 $. Donc au final voilà, c'est un bon spot globalement. Bon, du coup ce week-end je suis aussi retourné un peu au César Palace pour voir un petit peu comment ça se passait, et effectivement je vais certainement aller le week-end désormais sur le strip pour essayer un peu de changer de crèmerie et voir un petit peu ce qui se passe. Les parties me semblent également intéressantes, j'ai vu des trucs assez incroyables. On me demandait également avec quel bankroll j'étais venu et les limites que je jouais en fait habituellement. Donc la bankroll avec laquelle je suis venu, c'est un petit peu moins de 10 000 $. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. C'est-à-dire que voilà, d'expérience, j'ai jamais perdu 10 000 $ en fait en l'espace de 3 mois. Donc je me suis dit que c'était suffisant. Et j'aime bien jouer sur des limites en fait pas forcément trop grosses, puisque au jour d'aujourd'hui, honnêtement, en termes de poker, j'ai envie de retrouver de la motivation et du plaisir de jeu. Pendant des années, je prenais plus de plaisir à jouer, tout simplement. Donc là, c'est vrai que Vegas pour moi c'est un plaisir de jouer et je prends plus de plaisir sur les petites limites où c'est plus fun, il y a quand même pas mal d'argent à faire, surtout en n'ayant vraiment aucune pression financière réelle, donc c'est vrai que c'est reposant. On m'a posé la question au niveau fiscal, comment ça se passait donc pour un joueur comme moi. Donc durant ma carrière il faut savoir que j'ai passé plusieurs années où j'étais résident donc malgache, donc j'étais à Madagascar. Et ensuite, donc, je suis rentré en France en 2018, où je ne devais pas rester en France avec ma femme. Normalement, on devait repartir. Et au final, on est resté.
Et donc j'ai dû en fait me déclarer tout simplement en auto-entrepreneur. Donc j'étais en profession libérale. Donc j'ai créé mon entreprise et voilà, je faisais mes déclarations normales de résultats, etc. Durant cette période, donc je me suis aussi séparé avec ma femme. Ça a été beaucoup de problèmes personnels pour moi. Donc c'est vrai que j'ai eu 2 ans où j'ai quasiment pas travaillé honnêtement. Donc voilà, au final ça m'a pas coûté très cher puisque je n'ai pas gagné grand chose durant les 2 dernières années. Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai demandé la résidence au Panama, où j'ai déjà mes papiers de résident temporaire et je vais bientôt avoir mes papiers de résident permanent. Alors pourquoi le Panama? C'est tout simplement que c'est un pays qui permet de voyager un peu plus facilement et qui se trouve à peu près aux endroits où j'ai envie de vivre donc les prochaines années, donc à bouger entre le Mexique, le Panama, les États-Unis et voilà, ça facilite beaucoup de choses pour moi puisque je n'ai plus envie de vivre en France. Donc ça c'est un fait qui est établi au jour d'aujourd'hui pour moi. Concernant ma bankroll en fait, ou que ce que j'ai emmené, on m'a posé également cette question, donc quelle était la bankroll et les limites auxquelles je jouais. Alors quand j'étais à Madagascar, je jouais des limites, quand je suis arrivé en fait, je jouais de la 3,50 €, 7 € et de la 7, 14 €, donc en termes de limite en cash game. Et au final, avec les années, l'Ariari est descendu, a chuté, donc après c'était plus de la 3,5, de la 3,6, 6,12, donc ça a perdu un peu de valeur quand même. Mais voilà, ça restait des limites en fait conséquentes. Et quand je suis arrivé en France, au départ, je jouais sur de la 5-10, donc à Aix-en-Provence, et de la 2-4, parce qu'il y avait que la 2-4 à ce moment-là. Et ensuite, là, j'ai fait un investissement, donc du coup, je me suis amputé d'une partie de ma bankroll, et donc je suis redescendu ensuite en 5-5. La plupart du temps, je joue en 5-5 à Aix-en-Provence. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions que vous vous posiez globalement. Également que ça vous permet de voir un peu mieux pourquoi ces raisonnements ici à Las Vegas, et surtout, voilà. Je sais que cette vidéo a été un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère bien que le temps que vous avez passé à la regarder va vous apporter un minimum de valeur quand même pour vos prochaines parties si vous décidez de venir jouer à Las Vegas. Et je vous le conseille vivement d'ailleurs, parce que Las Vegas c'est vraiment pour moi le meilleur endroit où jouer. L'ambiance est déjà très sympa honnêtement, il y a beaucoup d'avantages, même si au jour d'aujourd'hui effectivement ça coûte quand même beaucoup plus cher de jouer à Las Vegas qu'auparavant. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.